les applaudir comme il se doit. On va commencer avec, eh bien, Mayhem Mystique. Let's go, allez. J'ai bien prononcé, j'ai dit Mayhem Mystique, c'est ça? Ok, très bien. Mayhem, je t'invite à t'asseoir. Eh bien, il la talonne de près, il est là, il est dans les starting blocks. Luxon, s'il vous plaît, let's go! À ses côtés, en troisième position, messieurs, dames, Mysteria! Et enfin, vous allez le voir, il est adepte des bisounours et My Little Pony, comme ses habits vont vous le montrer. Benzaï! Installez-vous, messieurs, dames. Hop, et merci à tous. Merci d'être là, vraiment, pour cette conférence vidéo. Ça me fait plaisir. Prenez les micros. Mayhem, un peu honneur aux dames. On va te donner un micro quand même. Vous allez vous le partager, il n'y a pas de souci. De toute façon, je partagerai avec toi, Ben. Il n'y a pas de souci. Comme ça, vous avez un micro pour deux. Très heureux de vous avoir sur cette scène. Il y a des personnes, il y a des vidéastes que je connais. Il y en a que je ne connais pas, donc ça va être vraiment la découverte. Je suis très content de vous accueillir ici en direct de ce TGS. Vraiment, Ben, ça faisait quelques temps aussi, pareil. C'est un plaisir de te revoir, vraiment, sur cette scène. Mysteria, plaisir de te connaître. Il me semble ne pas avoir eu la chance de faire une conférence avec toi. Le micro, bah non. Ah oui, il est allumé. Vous pouvez oui, c'est la première fois que je viens. Merci pour l'invitation. Eh bien, merci à toi d'avoir répondu à l'appel du Gondor. Ça fait plaisir. Luxon, on s'est vu à Montpellier, il me semble, non? Paris Manga. Tu vas vite te calmer, tu vas dire Montpellier, okay. d'accord? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Commençons déjà. Ça fait plaisir. C'était Paris Manga, c'est ça? C'est ça, oui. Paris Manga, ok, très bien. Bah, content de te retrouver à Toulouse. Également, vraiment, le plaisir est partagé. Oui, c'est toi qui étais de Fréjus, non? Ou de Nice? De Cannes. On était je le savais, c'était géographiquement, c'était à 50 km près, c'était ça. Voilà, on est d'accord. Bon, voilà, ne m'en veux pas. Et Mayhem, on s'est déjà rencontrés. Sûrement. Je vois rien avec mes lentilles, en fait. Non, de quoi? Je suis aveugle à cause de mes lentilles. Ah, pardon, excuse-moi. Mayhem, je crois qu'on s'est déjà rencontrés, il me semble. Mayhem ici, sûrement. Je ne sais pas qui tu es, en fait, Frédéric. Cosplayeuse. Non, c'est moi, Frédéric. Ah oui, oh la vache. Oh mon Dieu, elle répond pas à mes questions. Alors, tu es cosplayeuse, vidéaste et cosplayeuse. On va revenir sur toi aussi. Ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur ton parcours. On va se faire une petite présentation, vous le savez. On va commencer cette conférence quand même pour une présentation de nos invités, même si pour certains, vous les connaissez déjà tous. Mais comme cette émission est enregistrée et passera sur M6 d'ici quelques jours, non, je déconne, pas vrai du tout, Ben. C'était juste pour moi, personnel. On va commencer les présentations. Ben, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Benjamin Daniel, alias Benzaï. J'officie depuis, attention les yeux, 18 ans sur Internet, à faire des bêtises, beaucoup de rétro gaming. On peut me voir aussi sur Game One la nuit dans les moult rediffusions de Hard Looters. Mais je fais surtout une émission qui s'appelle le Hard Corner depuis plus de 15 ans maintenant. Et voilà, j'officie, je suis venu au TGS la première fois en 2011 où j'ai rencontré le joueur du grenier Bob Lennon et et aussi le réalisateur du Visiteur du Futur et le patron de No Life. Donc ça a été un TGS décisif, sur ça que c'est toujours beaucoup d'émotions de revenir. On peut l'applaudir, hein, vous savez. L'ego, ça fait toujours du bien, tu sais, genre. Mysteria. Bonjour à tous, moi je m'appelle Tony, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mysteria. Je suis sur YouTube que depuis 2018, je suis un peu moins ancien. Et alors moi je suis sur un sujet un peu particulier parce que j'analyse les symboles et les sens cachés dans la pop culture. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les mangas, les films, les séries, même dans la musique, il y a énormément de symboles graphiques. Et moi je suis un passionné à la base d'ésotérisme, d'occultisme et de symbolisme. Et je passe beaucoup de temps à éplucher la pop culture pour essayer de trouver des symboles et en raconter l'histoire et en faire des interprétations symboliques. Merci Mysteria. Alors, Luxon, mais je dois dire, fils de la chance, Luxon, comment ça se passe? Fils de la chance, c'est bien, ouais. Fils de la chance, ok. Alors, enchanté, je m'appelle Luxon. Calme-toi avec ta voix quand même, Luxon, d'accord? Aussi si connu... c'est pour nous ridiculiser, c'est pas la peine, ok?
Ok, alors. Non, en gros, je m'appelle Luxon, aussi connu sous le pseudo de Fils de la Chance. Je fais des vidéos humoristiques sur Internet, TikTok notamment, ainsi que YouTube. Et j'ai commencé bien plus tard également, en 2022, du coup. C'est pas un concours, hein, mais... Mais quand même. C'est ça. Ça y ressemble un peu. Et voilà. Un concours, mais quand même. Et voilà, j'ai tout dit. Je viens du Sud, parce que beaucoup croient que je viens de Paris, mais non, du coup, je viens de la Côte d'Azur, là où il y a le soleil. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. Ok, merci, on peut l'applaudir. Et Maya Mystique, alors. Oui. Alors moi, du coup, je suis Maya Mystique, cosplayeuse depuis 2015 dans l'univers du cartoon et des jeux vidéo. Et je fais beaucoup de vidéos de transition de personnages que personne ne pense à faire au cosplay. Et parce que j'aime bien faire ça, en fait. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on voit pas mal de cosplays qui sont nécessairement tous très très beaux, Oui. c'est ultra travaillé, surtout à notre époque. Parce que là, tu sais, moi je parle pour ma part étant un petit vieux, comme pas Ben. Mais nous, tu sais, on est là depuis très longtemps et on a vu l'évolution du cosplay. Bah, c'est vrai. Je veux dire, on a vu l'évolution vraiment du cosplay et on a l'impression d'avoir atteint un niveau qui est complètement bluffant. Mais il y a quelque chose, moi, à chaque fois, c'est que moi, j'aime bien l'originalité. J'aime bien, je ne veux pas nécessairement avoir quelque chose qui va être full armure, qui va être full vraiment ultra détaillé, mais quelque chose qui va être original. Un personnage que je n'ai pas, je ne vois jamais et que j'ai envie de voir vraiment en cosplay. Et toi, c'est comme ça que tu travailles? Bah, je fais beaucoup, par exemple, des personnages de vieux cartoons que plus personne n'est intéressé par ça. Alors, quand tu dis vieux cartoon, Bah, par exemple, La Panthère Rose, Tom Ouais. et Jerry, Garfield, Oggy et les Gaffard, vraiment des cartoons qui sont un peu mis de côté avec les Bien sûr. cartoons d'aujourd'hui. Sauf que moi, j'aime bien faire revivre ce côté nostalgique en fait à travers ces cosplays cartoonesques en fait. Par exemple, là, j'ai prévu de faire un costume Maya l'abeille, j'en ai très peu vu dans ma vie. Donc, voilà. C'est génial, je trouve, vraiment quoi. C'est un défi pour moi, mais c'est un défi que j'aime faire. Genre vraiment l'originalité avant tout, des cosplays que personne pense à faire, comme une crevette par exemple, bah, je le ferai quoi. Est-ce que, par exemple, on peut te donner des idées? Ça veut dire que toi, tu fais des vidéos que tu mets après sur YouTube et autres, ou plutôt du TikTok? Comment ça se passe? Sur toutes les plateformes, même si Twitch? j'ai commencé avec Musical.ly, donc l'ancienneté de TikTok. Donc oui, je suis vieille. Hein. Non. Alors, écoute, non, ça ne se voit Dans, pas. dans- je dans trouve, le- attends, dans ce que je fais, hein. Je précise. Mais du coup, voilà. Et non, c'est des personnages, parce que c'est des personnages qui m'ont bercé mon enfance. Ouais. Donc je veux redonner goût à ces personnages en faisant peut-être découvrir à de la nouvelle génération, d'où en le faisant en cosplay en fait. Et souvent, je fais du cosplay placard, c'est-à-dire du cosplay qu'on fait par rapport au matos qu'on a chez soi. Ok. Donc c'est du cosplay pas trop cher, donc c'est cool. C'est du cosplay suédé, tu sais. C'est ce que tu prends. avec Cosplay ce que t'as éclaté, chez- mais moi c'est j'adore ça. ça. Est-ce qu'on peut te donner des idées parfois? Est-ce que le public, ton audience, peut te donner des idées en disant putain, ça serait cool que tu fasses ce perso, ça serait cool que tu fasses ce perso? Ça m'arrive, mais le truc c'est que j'ai tellement d'idées en tête que faut déjà que je fasse mes idées avant qu'on Ouais. me donne des idées. Mais ça peut m'arriver, hein. Il y a des personnes qui me sortent des cartoons, je suis en mode c'est quoi ça? Mais du coup, je suis contente de découvrir le cartoon et du coup, bah, par la suite, le faire en cosplay quoi. Et du coup, si tu as besoin d'idées, Hokuto no Ken, et trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Oh, mais de tout, hein. Tu me demandes de faire une cosplay d'une table, je le ferai. Hein. On va en parler, mais On peut lui demander d'ailleurs. quelques instants, on en parlera, il n'y a pas de souci. On peut applaudir, s'il vous plaît, Maya Mystique. On voit que vous venez de différents. Alors, c'est pas péjoratif de le dire, mais vous avez commencé tous à des époques différentes sur YouTube en tant que vidéaste. C'est-à-dire peut-être des périodes, des époques où il y avait plus de facilité de venir, où il y avait moins d'originalité, enfin, il y avait plus d'originalité, moins même peut-être. Moi, je voudrais savoir comment vous en êtes arrivé à vous dire un jour, bon, j'aimerais me lancer en tant que vidéaste. Et surtout, est-ce que vous avez eu des mentors? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont donné envie justement de vous lancer? Alors moi j'ai on va dire un exemple en tête qui est vraiment le classico et qui est l'exemple primaire notamment du genre du grenier, qui est son équivalent, son homologue américain, qui est le Angry Video Game Nerd, qui s'appelait James Rolfe, donc qui officie toujours. Donc lui, il a 20 ans de bouteille derrière lui, parce qu'il a commencé en 2004. Et effectivement, c'était le premier à se mettre en scène, à hurler sur un jeu vidéo. Et le jeu vidéo, des fois, se rebelle et te met des tartes. Ça, c'était vraiment le prime de l'humour en 2006. Et du coup, effectivement, j'ai décidé de baser ma vie sur cette personne et sur ce modèle de vidéo. Et j'en suis toujours pas, je m'en suis toujours pas remis. Donc, je pense, ça veut dire que
on continue à essayer de rafraîchir la formule petit à petit, mais qui reste quand même essentiellement le fait de se mettre en scène à travers un personnage original pour parler de pop culture et pour parler soit de vieux films, soit de vieux jeux, soit de jeux récents, mais toujours avec cette espèce de personnage qui sert de pantomime, de support pour s'exprimer, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est lui le pape à jamais de la formule maîtresse sur Internet, quoi. Alors justement, Ben, avant de passer aux autres, tu disais, toi tu parles énormément, enfin beaucoup de pop culture, que ce soit film, jeux vidéo, séries autres, tu parles comics même, manga, tout ça, enfin on le voit, manga, effectivement. Quand on est obligé, quand on parle de tout comme ça, en termes de pop culture, comment tu arrives à trouver du temps justement pour t'abreuver de toutes les nouveautés, de tout ce qui arrive? Parce qu'on va dire qu'il y a quand même énormément de choses. Alors, je pense notamment aussi pour toi, genre il y a des choses, tu dois trancher dans le lard, il y a des trucs, tu peux pas tout regarder, tu peux pas suivre. Je me souviens d'un vieux documentaire où Bernard Weber explique qu'il suffit pas une vie ne suffit pas à avoir lu tous les bons bouquins, avoir vu tous les bons films, avoir lu tous les bons livres, tous les bons comics, toutes les bonnes BD, tous les bons mangas. Tu seras toujours et à écouter tous les bons albums. Tu vois, genre, dès que tu commences à toucher à tout ça et des arts qui sont millénaires, il faut faire le deuil d'avoir tout vu, tout fait, tout entendu. Même si j'adore faire l'ancien dans le gaming et tu le sais, et je sais que tu adores faire ça aussi. Et pourtant, tu vois, genre, je découvre encore des jeux tous les jours, même sur des périodes sur lesquelles je pense être expert. Et du coup, il faut faire le deuil. Il faut se dire, genre, ben non, tant pis, là, ce jeu-là, je ferai pas l'ancien sur ce jeu-là. Par exemple, j'ai toujours pas fini Clair Obscur. Tu vois, il y a des gens, ils ont dû faire l'impasse sur Baldur's Gate 3, alors que je trouve ça terrible, mais en même temps, j'ai jamais fini le 1. Tu vois, il faudra faire quand même, se dire non, on aura forcément des lacunes. Il y a des gens qui vont être très experts en cinéma et pourtant ils n'ont pas vu tous les Cronenberg. Et pour moi, je passerai d'abord par l'inverse, tu vois. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de louper le dernier Marvel, mais d'un autre côté, j'ai la flemme de regarder les séries Marvel. Donc, il y a toujours quelque chose qui va se créer comme ça où vraiment, il faut faire le deuil du fait de ne pas prendre le temps de tout voir, parce que de toute façon, tu ne pourras jamais tout voir, tout regarder. Tu peux regarder des animés H24 et ne pas avoir tout vu, et tu pourras jamais rattraper les périodes diverses et variées. Donc, à part dans des grandes périodes de recherche, tu pourras jamais tout voir, et il faut malheureusement faire le deuil de ça, quoi, de se dire genre je ne peux pas rattraper tout le catalogue Nickelodeon des 90s par exemple, ou Cartoon Network, ou parce que en fait il y a trop de nouveautés, et et même Club Dorothée, en fait c'était impossible de tout suivre déjà à l'époque alors que c'était linéaire, quoi. Il faut savoir être sélectif. Merci Ben. Mysteria. Alors Mysteria, moi, pour être totalement franc, je ne connaissais pas nécessairement ton contenu. J'ai vu que tu étais là, donc j'ai un peu regardé. Et alors je ne vais pas dire que c'est de niche, mais je trouve que c'est très ciblé quand même. Mais quand on a ces connaissances, tu me dis, en symboles et autres, est-ce qu'on n'amène pas un peu du boulot? C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'était quelque chose qui te passionnait à la base, ou tu as un boulot qui fait que tu es un peu historien, tu enseignes peut-être une matière, quelque chose? Alors, sans parler de ta vie, mais c'est quelque chose qui t'est venu à cause de ton boulot, ou tu es un vrai passionné de la chose? Alors en fait, moi je travaille dans l'audiovisuel bien avant de faire du YouTube. Je suis monteur, je fais des effets spéciaux, de l'animation depuis 2010, donc c'est vraiment mon métier. Et en fait, ce thème-là, les symboles, l'ésotérisme, etc., même la mythologie, tout ça, c'est un sujet qui est arrivé 2015-2016. Voilà, un matin, je me suis levé, j'ai entendu quelqu'un parler d'alchimie, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai ouvert un bouquin, je suis waouh, je suis dans la lumière, c'est pour moi. Et du coup, depuis, je dévore des bouquins sur ces thèmes-là. Mais globalement, la chaîne YouTube, c'est un peu le mélange de cette passion-là et de mon métier, parce qu'encore une fois, c'était mon boulot de faire des vidéos. Donc je me suis quitté à faire des vidéos, j'étais freelance, j'avais un peu de temps libre, je me suis dit, je vais en profiter pour faire des vidéos. Même si, quand la chaîne s'appelait pas Mysteria au début, et quand j'ai démarré, je faisais des vlogs de voyage, qui étaient assez nuls, pour pas se mentir. Attends, t'as voilà. dit des vlogs t'as dit des vlogs de voyage tout au début, j'ai commencé par ça. Ouais. Okay. Mais un petit peu orienté sur les civilisations, j'allais présenter plein de temples égyptiens, j'allais en Thaïlande, sur Angkor Wat, etc., pour présenter des choses un petit peu culturelles et qui concernent les vieilles civilisations. Mais tu ne peux pas faire une chaîne YouTube où ta vie c'est de voyager sur des temples, voilà. Donc je me suis mis à faire des vidéos après directement chez moi, et voilà, j'ai pris cette passion comme ça d'ésotérisme.
Alors c'est vrai que c'est un sujet de niche, tu le disais. Et en plus, c'est une petite niche. C'est pas péjoratif. Ah non, pas attention, du tout, hein, pas du tout. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de niche. Et en fait, j'ai fait l'effort depuis un an et demi, en fait, de le mixer avec la pop culture. Parce que déjà, je suis un grand fan de ça. J'ai grandi avec beaucoup de jeux vidéo, de cinéma, de télé, etc. Et en fait, d'un côté, j'ai cette pop culture que j'ai dans la tête depuis que je suis gamin. Et de l'autre côté, j'ai commencé à lire tout un tas de bouquins, m'intéresser aux symboles. Et j'ai commencé à faire des ponts. Mais juste pour moi, tu vois, dans ma tête, ce symbole-là, en fait, je me souviens que je l'ai déjà vu dans un manga quand j'étais gamin, etc. Mais ça vient d'où, ce truc-là? Donc c'est là que j'ai commencé à me documenter. Et en fait, le fait de le mixer avec la pop culture, ça permet d'élargir un petit peu le scope, d'agrandir la niche, j'ai envie de dire. Parce que ça reste une niche, quoi qu'il arrive, mais j'essaie juste de pousser un peu les murs de la niche pour qu'il y ait un peu plus de monde qui rentre dedans. Mais voilà, j'essaie de mixer. Voilà, on a... je sais pas, dans Full Metal Alchemist, etc. C'est des mangas qui sont, rien que dans le nom, de toute façon, c'est écrit qu'on parle d'alchimie. Et en fait, je connais pas le nom des auteurs, mais ceux qui ont écrit ça sont clairement des gens qui connaissent très très bien l'alchimie et qui ont lu des vrais grimoires d'alchimie. Et je ne l'ai pas encore traité sur la chaîne, mais ça viendra parce qu'il faut d'abord que je me tape l'intégralité du manga. Mais voilà, c'est une passion d'un côté et un métier de l'autre. Et à un moment donné, je me suis levé un matin, j'ai une journée libre devant moi, qu'est-ce que je fais? Hop, j'ai une chaîne YouTube. Et après, globalement, j'avais pas spécialement d'idole, je consomme beaucoup de YouTube. Bon, quand même plus maintenant qu'avant, j'avais pas spécialement, évidemment, Jour du Renier, etc. J'étais là, j'étais dans les premiers parce que je suis un ancien, je sais pas quel âge vous avez, mais je pense qu'on n'est pas très très loin tous les trois, mais 25 ans. Bah tu vois, j'en ai 23, donc... Ouais. T'as 19 ans, toi ou... Exactement, j'ai 19 ans. Vous voyez, on n'est pas très loin. On n'est pas trop loin. Mais j'avais pas. Je crois que les vlogs de voyage, mais je ne regarde plus maintenant, mais il y a un mec, je crois, qui est toujours sur YouTube qui s'appelle Bruno Maltor. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un mec qui faisait des vidéos de voyage, mais les vidéos étaient extrêmement bien travaillées, ultra. Non, je déconne. Ok. Je sais pas du tout. Je déconne, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas qui est cet homme. Ouais, bref, c'était un mec qui faisait des vidéos de voyage qui étaient hyper dynamiques, hyper travaillées. Et je me suis dit, j'ai trop envie de faire ça. Donc j'ai démarré un peu voilà, avec l'image de ce mec-là, de faire des espèces de time-lapse de fou dans des endroits incroyables, etc. Mais c'était trop compliqué, trop long. J'ai vite abandonné. Je me suis recentré voilà, sur ma passion qui était les symboles, l'ésotérisme. C'est génial. Je trouve ça ultra. Enfin, moi, c'est quelque chose, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, je vais me pencher beaucoup sur ta page, je pense. Tu avais une question? Tu avais une question? Alors, je suis désolé, je voulais juste rebondir sur justement tes vidéos parce que c'est beaucoup genre les symboles maçonniques dans Harry Potter, etc. Et ça m'a rappelé qu'il y a 3 bouquins qui ont été écrits sur justement pourquoi la série Kingdom Hearts est en fait une œuvre alchimique de ouf, en mode genre en fait c'est que des caméos de tel alchimiste qui parle à tel alchimiste et qu'en fait c'est quasiment Kingdom Hearts c'est quasiment une fanfiction de la sphère alchimique et je me dis mais comment tu navigues entre les gens qui veulent absolument voir un complot maçonnique dans tout et juste le fait que l'imaginaire et le symbolisme maçonnique sert de point de repère et de ponctuation à plein de trucs de pop culture depuis Blanche-Neige et les 7 nains, quoi. Parce qu'en fait, c'est 2 choses différentes, tu vois. Genre, d'un côté, effectivement, les francs-maçons ont une entrée réservée à Disneyland, donc ça, c'est bizarre. Mais de l'autre côté, en fait, on comprend bien que tu vois, dans Harry Potter, il y a de l'alchimie, mais en fait, il y a des gens, c'est encore leur délire depuis longtemps. Mais comment toi, tu arrives à faire le distinguo et ne pas avoir sur ta chaîne tout un tas de mecs qui sont en mode genre oui, bah, du coup, il y a un complot et machin, et les pyramides. Et ben, j'en ai en fait. J'en ai. Tu veux dire par là que je peux aller à Disneyland gratuitement? C'est ça. Il suffit juste de montrer. Pardon, excusez-moi, j'ai j'ai peut-être un peu trop parlé. Mais c'est une blague le coup de Disneyland ou c'est. Non, ça. Ok. Mais peut-être parce que Disney était. Ok. Après, peut-être que Pour les Disney membres, était franc-maçon, hein, tu sais. Lafayette était bien franc-maçon, donc pourquoi pas. Ok. Alors moi, le distinguo, je le fais très clairement dans ma tête, mais non, dans la communauté, il y a effectivement beaucoup de gens qui, quand je fais... alors, il faut savoir que là, tu parlais par exemple des symboles francs-maçons dans les films, qui est un sujet un peu touchy, partez pas tout de suite. Globalement, c'est quasi exclusivement des films américains. Parce que la franc-maçonnerie là-bas, c'est pas du tout
la même vision qu'on en a chez nous. Là-bas, c'est complètement libéré, c'est quelque chose d'associatif. Ils font même des défilés une fois par an dans les rues avec de la musique, ils donnent du blé à des assos, etc. Chez nous, ce que je trouve dommage, mais on va pas faire le thème là-dessus quand même, on va pas s'arrêter là-dessus. Restez. C'est que c'est plus un côté un peu plus sectaire, on va dire, la Chez franc-maçonnerie. nous, il y a quelque chose d'occulte, de gens. Oui, de qui- très occulte, effectivement. Là-bas, pas du tout. Là-bas, on peut le mettre dans les films, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'ils ont leur entrée à Disneyland d'ailleurs. Hein, Et fatalement, voilà. Et il y a énormément de stars qui s'affichent avec des bagues, des t-shirts, etc. Donc vraiment là-bas, ils n'ont pas du tout ce truc-là. Pour eux, là-bas, c'est une association. C'est des mecs qui se réunissent pour discuter, ils filent un peu de blé de temps en temps pour les assos du coin. Mais ils n'ont vraiment pas du tout la même image que nous. C'est pour ça que c'est beaucoup dans le cinéma et globalement la culture américaine. Du coup, moi, le distinguo, je le fais parce que je fais l'effort, même si je dis toujours. C'est sur le. Il y a une vidéo là-dessus que j'ai sortie il y a 2 semaines, justement, sur les symboles du dollar américain, effectivement, qui n'est pas un symbole maçon, parce qu'il est sorti avant que les maçons l'utilisent. Ok, très Voilà. bien. Mais globalement, moi, je fais le distinguo. Après, dans ma communauté, alors je sais pas, moi, je suis pas un youtubeur depuis très longtemps. Je sais pas si on doit avoir un impact sur sa communauté ou pas. Globalement, j'estime que c'est pas à moi d'éduquer avec des grosses guillemets les gens sur voilà, est-ce que c'est un bon complot, pas un bon transmets ta complot, est-ce passion. que le truc là, tu vois, je peux pas. Tu transmets tes découvertes, ta passion. Moi, je transmets et puis je Ouais. dis toujours cette phrase. Il y a 2 erreurs que les gens font souvent avec le complot. La première, c'est d'en voir partout. La deuxième, c'est d'en voir nulle part. Débrouillez-vous avec ça. Voilà, vous vous débrouillez avec ça. Moi, je vous montre des choses. Des fois, je donne mon avis. Mon idée, c'est pas de faire du prosélytisme, donc je montre des choses. De temps en temps, je donne mon avis. De temps en temps, je le donne pas. Et après, les gens font avec ça. Mais clairement, dans les commentaires, il y a déjà beaucoup de maçons qui suivent ma chaîne, donc qui, eux, désamorcent un peu tout ça, dédramatisent ces situations en Et commentaire. Mysteria, alors, qui a tué Kennedy? Non, je déconne, on va voir ça. On verra ça tout à l'heure. Alors, prenez des notes, j'ai son numéro de sécu. Bon, bah merci beaucoup. On reviendra un petit peu en amont après sur ta chaîne et autres. Luxon, donc fils de la chance, pareil. Toi, tu disais que tu es apparu il y a très tardivement, là, en tant que vidéaste, sur TikTok et YouTube aussi. Tu fais du YouTube aussi. Plus Exact. de shorts ou des vidéos quand même sur YouTube? Plus de shorts, ouais. Plus de shorts. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer comme ça? Parce que tu m'as dit que c'était en quelle année? 2022, du coup. 2022, c'est ultra récent. C'est ça. Et c'est une question en même temps qui est un peu globale pour tous, on a cette impression que c'est très fermé, que YouTube est devenu très fermé, que c'est très difficile alors pas difficile de se lancer, mais c'est peut-être ultra difficile de percer à Et notre voilà. époque. Alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, à l'époque, c'était la plateforme Vine, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est ça qui m'a extrêmement donné envie parce que j'adorais en fait voir le concept de faire une vidéo en seulement 6 secondes. Et j'ai jamais osé me lancer sur cette plateforme-là parce que j'étais là, je consommais uniquement. Puis ensuite, les années sont passées. J'ai grandi, j'ai fondé une famille. Les années sont passées, c'est tout. Et au bout d'un moment, moi, ce que j'aime, c'est faire rire mes potes. Du coup, avec mon iPod à l'époque, je me filmais, je demandais à des potes de se filmer et tout, et je postais uniquement sur Instagram. Ça faisait rire les gens. J'avais le compte en public. Des inconnus sont arrivés, ils ont commencé à me dire mais c'est génial et tout. Donc j'ai continué en fait à faire plein de vidéos quoi. Et après le confinement est arrivé. Le fameux confinement, on s'en rappelle tous. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit je vais installer TikTok parce que à l'époque Musical.ly je jugeais énormément. Attends, c'est vrai? Tu jugeais énormément les gens qui étaient sur TikTok? Et moi mais oui, j'ai fini là-dedans donc Bravo. Je retournement ne de te veste. félicite pas, Ah ouais, Luxon. Et du coup, j'ai installé TikTok, j'ai fait plein de vidéos. Ça a vraiment, vraiment bien fonctionné pour ma part là-dessus. Pour quelles raisons, je ne saurais pas dire. Et ensuite, j'ai commencé du coup à venir sur YouTube, faire des formats un peu plus longs. Mais également, ce que j'aime en fait faire, c'est plus j'ai d'idées, Ouais. plus je les fais comme ça et ça me plaît. Voilà. Si les gens, ça leur plaît, c'est bien. Si ça leur plaît pas, tant pis. Je vais te poser cette question, mais c'est une question un peu que j'aimerais poser à tous. C'est quoi votre méthodologie de travail, l'écriture, comme ça? Comment tu travailles, toi, quand tu crées une vidéo? Pardon, je mue en même temps. Ouais, non, parce que depuis tout à l'heure, s'il te plaît, j'ai Benoît Alman avec moi, quoi. Le mec, il parle, il est comme ça. Ça va, allez, bonjour à tous. Je voulais Non, vous dire que je vous aime beaucoup. Il faut que j'impressionne le Parfaite public. imitation de Fils de la Chance. Merci à tous. Ouais, ok, d'accord.
Non, mais en gros, on est autour d'une table la plupart du temps avec les amis, tout simplement, avec les collègues. Et quand il y en a un qui a une idée, notre but, c'est essayer de se faire rire nous-mêmes déjà. Ou bien de se dire non, ça, c'est pas drôle. C'est blessant, mais c'est vrai. Et du coup, quand quelque chose fonctionne, nous fait rire, on se dit, OK, on va en faire quelque chose. Et du coup, à ce moment-là, on élabore un plan stratégique, marketing, j'en sais rien. Mais on élabore en fait quelque chose. C'est le gars, il est en train de nous vendre, tu sais, Acheter ma formation, du coup. Au 25e étage d'une tour. Alors, écoutez-moi, Bobby, s'il vous plaît, après les cafés, on va faire un petit brainstorming de toutes ces idées. C'est alors que les mecs sont juste au McDo en train de dire, alors, c'est Toto et Martine, ils vont... Eh ben, ça marche. Let's go, on y va, quoi. Tu vois ? C'est ça. Mais du coup, non, c'est très intéressant en toute honnêteté, c'est que c'est super simple, mais en même temps, c'est assez compliqué de trouver une idée qui peut faire rire nous-mêmes ainsi que le public, tout simplement. Ok, très bien. Ben merci, Langston. On peut l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Merci. Mayhem Mystique. Mon Dieu. Alors, comment j'ai commencé moi Oui, c'était en 2015-2016. J'ai toujours été une grande passionnée de théâtre et tout ce qui est comédie, acting, sans parler, donc un peu en mode Charlie Chaplin. Ok, très bien. C'est un truc que j'ai toujours aimé quand j'étais toute petite, parce que j'ai toujours eu des difficultés au niveau de la parole, parce que je suis dysphasique. Et du coup, chez moi, dans ma chambre, avec les costumes que je trouvais dans mon placard, je me déguisais et je faisais des sortes de mise en scène avec des sons préenregistrés ou des musiques. Et puis, fut un moment, il y a l'application Musical.ly qui a été inventée. Que grâce à ça, sinon il n'y aurait pas TikTok, voilà. Et du coup, Musical.ly non seulement proposait des sons qu'on pouvait utiliser pour ensuite se filmer par-dessus pour faire une mise en scène. Donc je me dis c'était parfait par rapport à ma passion que j'avais de base de me déguiser et jouer un personnage dans ma chambre, quoi. Donc j'ai commencé à faire du cosplay du coup en 2016, vers là, on va dire. C'était souvent des cosplays où je montrais pas mon visage, souvent. C'était des cosplays où je faisais beaucoup du craft, donc avec un pot de fleurs, je faisais un tête de chien, enfin bref, je faisais tout et n'importe quoi sur de la pop culture, pareil. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon let's go, se lancer dans le make-up et du coup se lancer de se montrer en fait au public, quoi. Et puis après il y a eu du coup la création de TikTok qui est arrivée et là j'ai été beaucoup plus à l'aise pour créer mes vidéos en incarnant toujours mes personnages de pop culture et de plus en plus j'en ai créé encore et encore. À total j'en ai plus de 180 costumes je crois dans mon placard. Ça fait beaucoup de costumes. C'est un grand chez... Ça va le manoir Wens Non, ça pas bien, du tout. C'est plein à craquer. Il y en a partout. C'est le bordel. Okay, c'est invivable. Mais du coup, voilà, j'ai commencé dans ça et encore aujourd'hui, je continue toujours dans ça, dans cette idée d'utiliser des vêtements que j'ai chez moi, que je personnalise pour en faire d'un costume par rapport à un personnage que j'ai choisi. Et par contre, j'ai toujours resté dans l'idée de faire des personnages cartoon. Toujours cartoon, jeux vidéo, des personnages très très vieux, des cartoons qui ont bercé mon enfance. Voilà, c'est un truc qu'encore aujourd'hui je fais ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas mettre mes vidéos sur YouTube aussi. Okay. Et c'est là où ça a cartonné à l'international. L'algorithme me faisait plus passer en France. J'ai squeezé de la France, j'étais plus là. Okay. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à faire grossir la communauté cosplay. Et qui d'ailleurs, j'ai inspiré beaucoup de gens à se lancer dans le cosplay, même des cosplays éclatés qu'on peut faire chez nous, quoi. Et maintenant qu'aujourd'hui, je suis. Mais c'est les meilleurs. Attends, c'est les meilleurs. Bah ouais. T'arrives un peu à la bitomane. Enfin, là, ça vous parle peut-être pas, mais là, j'ai vu Ben à côté de moi. Elle a fait wow. Voilà. Enfin, les vieux films, tu sais, les vieux films qu'on avait en VHS, qu'on faisait chez nous avec les caméscopes, c'est les vieux trucs, les vieux costumes en carton, tout ça. Effectivement. Tu sais, c'est comme le magnétoscope. Qu'est-ce que c'est que le magnétoscope? On va passer à une autre question du public. Mais alors, Maya, moi, un truc, là, je me pose une question, c'est que tu fais énormément de vidéos. Trop. Beaucoup de vidéos. C'est bien. Tu fais beaucoup de vidéos donc, où tu te cosplays, d'accord? Mais toi-même, est-ce que tu es invité en salon pour participer à des compétitions cosplay? Est-ce que tu es jury pour des compétitions? Comment ça se passe? Parce que tu nous parles de cosplay, mais j'ai l'impression que tu fais du cosplay en vidéo, mais ensuite tu te montes pas en salon en cosplay? Je déteste la compétition. Très bien. Bah attends, c'est tout à ton honneur, il n'y a pas de souci. Et je déteste, je participe rarement au concours cosplay, je n'aime pas ça de comparer en fait, parce que pour moi chaque cosplayer est unique.
Moi-même, je suis pas un exemple, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est chacun fait sa façon, on a sa propre créativité. Donc même si ça plaît pas à quelqu'un, on s'en fout, c'est notre créativité, genre c'est ce qui fait nous, quoi. Et c'est pour ça que je déteste les concours cosplay. À la limite, des fois, je peux participer au défilé cosplay parce que là, on met pas de notage, hein, c'est juste défiler pour le plaisir en montrant son cosplay. Mais même ça, je suis pas très à l'aise. J'avoue que je suis plus à l'aise chez moi, dans mon petit studio, dans ma petite bulle, à faire mes cosplays. Même si c'est vrai que j'ai du mal à voir l'ampleur de mes créations. Enfin, je le vois quand je suis en stand, quoi. C'est là où je me dis, ah, quand même. Et là, Mayem, là, tu dis que tu fais beaucoup de cartoons, de vieux dessins animés. Là, ton cosplay, là, c'est tiré de quoi? D'un manga? C'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Un vieux jeu vidéo, Animal Crossing. Ah, c'est Animal Crossing? Ouais, c'est un villageois. Elle m'a dit un vieux jeu vidéo, Animal Crossing. J'ai fait. Quelle Alors, version, la Nintendo 64? Non, GameCube. parce que j'ai commencé le jeu vidéo avec la DS, la toute première DS. Attends, rappelle-moi ton âge. Je sais pas, vous me faites quel âge? 25 ans comme nous, tous. Bon, à part Luxon qui a l'air un peu plus vieux, mais c'est la voix. C'est ça, c'est la voix de Daron, ça, je te le dis. Parce que j'ai pas mis de la voix, c'est ça? C'est ça. Non, Bon. ouais, j'ai 25 ans en fin d'année, je suis une 2000. Décembre. Attends, quel mois? C'est moi, je suis. Non, je déconne, c'est pas sûr. Beaucoup plus vieux que 25 ans, le running gag. Eh bien, écoute, alors parfait. La même question, je vais la demander à Mysteria et à Ben d'ici quelques instants. Toi, ta méthodologie de travail, comment tu travailles? Parce que c'est vrai que souvent, on vous pose des questions sur, OK, vos contenus, comment ça se passe. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est un petit peu tout ce qu'il y a en amont, le brainstorm, comment vous choisissez vos idées, comment vous les écrivez, comment ça se passe, tout ça, tout ce qu'il y a avant les vidéos. C'est beaucoup de boulot. Par exemple, dans le cosplay, il faut prévoir la construction du cosplay. Déjà, avoir l'idée du cosplay. Des fois, moi, je fais des personnages tellement loufoques qu'il faut avoir l'idée de le faire en version humanisée. Et ça prend énormément de temps, déjà, ça, parce qu'il faut le concrétiser. Hein. Faut faire, des fois, ça m'arrive de dessiner des schémas en mode est-ce que je dois faire comme ça? Non, ça ne rendra pas comme ça. Mais mon niveau de dessin, c'est pas ouf. Et ensuite, il faut trouver le matériel. Donc là, c'est de la recherche. Hein. C'est une carte au trésor. Il faut pêcher droite à gauche le matériel pour pouvoir faire le cosplay. Et ensuite, il y a le temps du make-up, du montage de vidéos, de création de vidéos qui peut prendre toute une après-midi jusqu'à pas d'heure. Ça m'est arrivé de finir un cosplay à 6h du matin, c'est pas une blague. Mais ça, je crois que c'est mon problème, j'arrive pas à m'organiser avec les horaires. Et puis ensuite, une fois toutes les vidéos faites, le cosplay fait, il y a le montage des vidéos. Et ça m'arrive des fois en une journée de faire 20 à 30 vidéos. Et du coup, par chaque vidéo, je prends énormément d'heures de tournage par rapport au montage, par rapport aux mises en scène, les cutscenes, parce qu'on fait pas du premier coup. Hein. Faut refaire encore et encore la scène, parce que des fois, c'est pas parfait, vu que moi, je fais souvent des scènes en rythme avec à la musique. Donc voilà, c'est beaucoup de boulot. Et avant, je faisais un cosplay par semaine. Mais j'ai arrêté parce que mon corps suivait plus. Voilà, j'ai même développé un zona tellement que ça allait trop dans l'extrême. C'est pour ça que maintenant je fais un cosplay quand je peux. Et puis voilà, mais tant qu'il y a l'imagination, il y a la créativité derrière, ça va continuer, quoi. C'est ça qui est cool. Voilà. Ouais. Je vois les vidéos, je vois tout le contenu. Moi, je sais pas du tout comment tu travailles à côté. Un minimum, mais du coup, comme on fait beaucoup de choses, ça prend quand même du temps. Mais on va dire qu'une journée typique commence à 14h30 quand j'arrive au boulot, 14h30 du matin. Je prends les 5 premiers cafés qui servent à commencer à être actif vers 15h30. Et à partir de là, donc soit j'ai des miniatures à faire pour ma chaîne secondaire, parce qu'en fait, je fais et du YouTube, on va dire des vidéos construites, montées, des chroniques de films ce qu'on appelle de l'éditorial finalement, quoi. Donc j'ai un jeu que je veux décortiquer, une collector que je veux mettre en unboxing et tout. J'ai la chance d'avoir un super décor. Qui est quand même un super luxe, et j'ai la chance d'avoir un employé qui est un luxe, ultra luxe. Voilà, j'ai un local, mais bon, c'est arrivé, ça fait que 4 ans que je l'ai. Voilà, c'est ça, une société à Dubaï, exactement. Beaucoup d'immobilier aussi. Exactement, et on fait un peu d'immobilier. Et mais en gros, j'ai vraiment la chance d'avoir ce cadre unique et très très privilégié sur YouTube, surtout en fait à mon niveau, parce que genre je n'ai pas encore le sacro-saint million d'abonnés, et pourtant j'essaie de tourner comme si j'avais... Mais non. J'aimerais bien aussi, mais non, j'ai même pas 1 million d'abonnés, et donc je vous assure que réussir à
à faire tourner toute cette machine-là, c'est beaucoup de taf et il faut vraiment transformer le plomb en or. C'est-à-dire que je stream à peu près 3-4 heures par jour. Ces 4 à 3 heures de stream par jour sont recyclées en 3 à 4 VOD qui sont mises avec des miniatures et bien mises dans les bonnes playlists sur une chaîne secondaire qui, elle, sort une vidéo par jour. C'est moi qui fais tout ça. Donc, du coup, en fait, c'est que j'ai une chaîne secondaire qui est parue en fin 2012. Donc, elle a 13 ans maintenant. Elle va avoir 13 ans. Il y a 6000 vidéos dessus. Et à côté, j'ai ma chaîne principale avec que des vidéos montées sur laquelle il y a 700 vidéos qui a été créée en 2011. Mais moi, j'ai commencé en 2007, donc sur une autre chaîne américaine où là aussi, il y avait 500 vidéos. Et c'était comme disait un peu Maya Mystique, en général, il n'y a pas une vidéo en général qui n'est pas sortie avec une petite nuit blanche derrière ou un petit stress en plus ou genre un petit problème d'accouchement en mode genre ah mince, le codec a foiré, mince, le PC a rebooté en plein milieu. Et du coup, tu te retrouves avec des trucs comme ça qui, rien que pour les sortir, des fois, tu dis c'est bon, la vidéo elle est terminée, demain à 14h ça sort. Et en fait, à 22h, tu es encore en train de te prendre le chou sur mince, il y a une image en fait qui manquait ou le son il n'a pas été mixé ou en fait la vidéo s'arrête en plein milieu. Et en général, il faut tout recontrôler, etc. Donc des fois, ça sort un peu dans la panique parce qu'on jouit de ces merveilleux cette manne financière que sont les sponsors. Donc depuis que vous aimez pas quand vous voyez trop NordVPN, je Red Hat de légende, etc. Mais c'est la seule raison pour laquelle vos youtubeurs sont riches, hein, vraiment. C'est eux qui payent toutes les factures, que ce soit chez Joueurs du Grenier, chez Cyprien. J'ai dit sont riches. J'ai dit que pour je parle des riches. Mais en fait, c'est vraiment, ça a permis de poumonner tellement de chaînes moyennes et moins petites. Mais effectivement, on va dire que l'après-midi va surtout être consacré soit à l'écriture, soit on a un tournage. Et en général, les tournages, maintenant, on a 2 caméras en même temps pour tourner le champ contre champ, pour avoir un dialogue qui est non seulement plus naturel, mais aussi gagner beaucoup de temps. Parce qu'avant, on faisait tout un axe, puis tout l'autre axe, et comme tu sais, ça double littéralement, voire ça triple le temps, parce que rien que de reset-up la lumière une fois, etc., 2 fois, et puis après, il faut trouver les prises qui matchent avec la bonne réaction. Donc là, maintenant, on peut tout faire d'une traite. Donc en fait, on a la chance de faire une émission qui s'appelle Hard Corner, où les tournages ne prennent jamais plus d'une après-midi. Mais c'est un privilège absolu. Tu te rends bien compte que, la dernière fois, on a fait donc une parodie de The Witcher, qu'on a quand même tourné à l'extérieur, et on a rentré 10 minutes de fiction utile en mode parodie, donc c'est un peu tourné à la zob quand même, mais 8 minutes qui sont rentrés en 5 heures de tournage sur 3 unités de lieu, donc, parce qu'on est autour d'une abbaye, on est en intérieur, on est dans une bagnole, il y a du fond vert. Enfin, c'est un miracle en 2025 et de la façon dont on travaille. Donc on a la chance d'être très efficace parce qu'on vise toujours la médiocrité, tu vois. Comme on vise jamais trop haut, au moins on est très efficace, on est très productif, parce qu'en fait, c'est ça, exactement. Je suis jamais déçu, mais parce qu'en fait, il faut bien se dire que nous, on essaye vraiment de se calquer sur le modèle de Joueur du Grenier, qui est lui-même calqué, comme je disais, sur le modèle de James Rolfe, l'Angry Video Game Nerd. Mais eux, c'est genre, les tournages, ils vont prendre une après-midi pour tourner une réplique ou un contre-champ, parce qu'en fait, ils se sont souvenus qu'à un moment, le gars parlait, ils n'avaient pas le contre-champ du mec qui se barre de dos et qui répond à Fred, et ils vont boucler un intermittent, un mec qui vient de Paris, un preneur de son, de caméraman, il y a un mec qui repasse sur la 3D dans les fonds verts. On ne peut absolument pas se permettre ça. Donc, en gros, nous, on est un peu, c'est vraiment la version suédée du Joueur du Grenier, quoi, fait avec les moyens du bord, mais on a la chance énorme d'avoir un beau local, un beau décor, et qui d'ailleurs, c'est les mêmes décorateurs qui ont fait le nouveau setup de stream de Fred du Grenier, du coup, LZ Prod, qui sont des magiciens. Mais effectivement, on n'aurait pas tous cette facilité de produire vite et moyennement bien, la chaîne n'existerait pas, parce qu'on pourrait pas on serait sur la même qualité avec le même temps que prend un épisode de Joueur du Grenier en termes d'heures humaines, je sortirais une vidéo tous les 6 mois, quoi. Et donc je crèverais la bouche ouverte. Voilà. Mysteria, toi alors? Eh ben moi, la production des vidéos, c'est pas ce qui me prend le plus de temps, parce qu'en réalité, ce qui me prend le plus de temps, c'est de lire, c'est de faire des recherches, parce qu'en fait, je lis des bouquins en permanence. Alors les idées,
je les ai toujours plus ou moins eu en tête. C'est-à-dire, depuis que j'ai lu ces sujets-là, en fait, j'ai lu tellement de bouquins, mon cerveau enregistrait des petites infos à droite à gauche, et moi, j'en ferai une vidéo à l'occasion. Et en fait, des fois, il y a aussi beaucoup ma communauté qui m'aide. J'ai beaucoup de gens qui viennent en MP sur Instagram me parler, dire ah mais j'ai vu dans The Witcher, et à un moment donné, la série, là, il est dans un marché, il y a un symbole derrière, machin. Alors, moi, j'ai pas regardé, alors du coup, je vais voir, etc. Ah, ça peut être l'occasion d'une vidéo, etc. Donc, j'ai des gens qui m'aident un peu comme ça, qui sont un peu aussi passionnés que moi, qui vont chercher un peu des doubles sens partout, etc. Donc, j'ai un peu des idées de la communauté. Mais globalement, ouais, c'est beaucoup de lecture, en fait. Je lis beaucoup, je prends beaucoup de notes. Je vais vérifier beaucoup d'infos. Et mon texte, je l'écris, moi je travaille au prompteur, donc le texte, je l'écris comme je le parle. Je fais vraiment, j'écris littéralement mes propres blagues, j'écris vraiment tout avec le ton que je vais mettre dans la blague, etc. C'est vraiment écrit au prompteur. Tout est indiqué sur le prompteur. Tout est indiqué, comme si je l'écrivais pour quelqu'un d'autre. D'accord, ok, très bien. Ah ouais, je l'écris vraiment comme ça. Bah, je sais pas, c'est oui, la donc façon tu la fais plus des simple. blagues, genre voix de Larkson. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord, ok. Ouais, j'écris tout comme je vais le prononcer. En fait, une fois que j'ai le sujet, que j'ai fini mes recherches, l'écriture me prend quand même du temps. Je passe quand même au moins 2 ou 3 jours à écrire. Pour des vidéos qui font entre 15 et 20 minutes. Ouais, c'est le plus long, c'est ça. C'est recherche, écriture, c'est très très long. Après, le tournage est rapide au prompteur, c'est le temps de la vidéo, il faut 1,5, tu vois, avec les petites phrases qui sont ratées, etc. Je tourne pendant une grosse demi-heure, un truc comme ça. Et le montage, après, voilà, comme c'est mon taf, j'ai optimisé tout ce que je pouvais. Je suis sur une journée à peu près de post-prod, avec les animations, avec l'étalonnage, le mixage, tout ce qui va avec. Mais globalement, ouais, ce qui me prend le plus de temps, c'est qu'on dit que je suis vidéaste, mais finalement, je prends plus de temps à lire et à prendre des notes qu'à faire des vidéos. Tu sors une vidéo tous les combien? Là, j'ai enfin repris un nouveau rythme qui avait été un peu saccadé. Je sors une vidéo par semaine. Ok, très bien, c'est pas mal, oui. Et je suis au max du max du max. Et j'ai envie de dire merci aussi un peu ChatGPT pour aller me vérifier des informations. C'est que... Alors non, en tout cas, moi, je lui demande de me donner des sources. Après, je vais moi-même les vérifier. D'accord, ok, très bien. Mais c'est-à-dire que c'est soit je lui demande d'aller me chercher 3 livres et 3 passages de livres. Après, moi, je les vérifie. Soit il faut que j'aille moi-même chercher les livres dans une bibliothèque, si tu veux. Donc là, le choix, il est vite fait. La question, elle est vite répondue, j'ai envie de dire. La question, elle est vite Mais voilà, donc du coup, je passe plus de temps effectivement à écrire et à lire qu'à réellement tourner et monter les vidéos. Ok, très bien. Merci, Mysteria. On peut peut-être prendre une question du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour nos vidéastes? N'hésitez pas, levez la main. Faites-vous plaisir. Ah, je vois qu'il n'y a pas de questions. Parce que je vous voyais, tu sais, il était comme ça en train de regarder. Alors, ah si, madame. Non, mais pas vous. Alors, quelqu'un d'autre? Prendre quelqu'un d'autre pour une question? Non, c'est pas vrai, bien entendu. Alors, regarde, lève la main. Pas comme ça. Ouais, c'est mieux. Ouais, doucement. Oui, calme-toi, la colère t'égare un peu quand même. Hein. Comment tu t'appelles? Marine. Ça va, Marine? Ça va, merci. Bon, j'aurais 2 questions en une. C'est beaucoup trop, mais vas-y. C'est pas grave. Il n'y avait que moi. Hein, donc... Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas vrai, il y a 10 personnes derrière toi, mais tu ne t'es pas retournée. C'est pas grave. Je rigole, tu es là toute seule. Vas-y. Donc, première question, je voudrais savoir comment vous est venue l'envie, tout simplement, de tourner. L'envie d'avoir envie? Voilà. Et comment vous gérez ça avec votre vie de famille? Tes 14 enfants, Ben. Ah, je voulais savoir, moi pas. J'aimerais savoir où ils sont, oui, effectivement. Surtout qu'on ne m'appelle pas. Ah, mince. Non, alors, effectivement, moi, c'est vraiment arrivé la dernière année de fac, donc en 2007. Du coup, en quelle année? En 2007, j'obtenais mon bachelor Bac plus 3. On avait 7 ans. Et du coup, en 2007, ça n'existait pas d'être professionnel youtubeur. D'ailleurs, c'était même passé aux infos à la télé américaine, le premier youtubeur qui a eu 1 million d'abonnés, qui s'appelait Fred, notamment. C'était un gamin avec une voix accélérée qui disait hey, « je suis Fred, I'm Fred !» Et il faisait un peu le débilus à sauter dans sa piscine extérieure et tout. Il parlait avec une voix accélérée. Il a eu 3... Il faut savoir que Nickelodeon lui a financé 3 films sur sa vie, sur sa vie en mode genre le faux lore de ce youtubeur débile. Et dans le lore, son père, c'est John Cena. Et du coup, il y a 3 films I'm Fred de Nickelodeon
3 téléfilms financés par Nickelodeon avec John Cena dedans qui joue le rôle du père de Fred, la première célébrité YouTube du monde. Et c'était en 2010, un truc comme ça. Et du coup, parce que c'était le premier youtubeur qui avait 1 million d'abonnés, donc Hollywood se disait ce mec va peser des milliards, tu vois. Et maintenant, il est encore sur YouTube et il ne fait que des vidéos où il réagit à ses anciennes vidéos en mode genre oh là, qu'est-ce que c'est cringe. Et des fois, il y a des tournages, il se souvient même plus tellement c'était, il enchaînait, il faisait n'importe quoi. Il est un peu phasé de cette histoire-là. Mais bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, ça n'existait pas d'être youtubeur. Mais par contre, j'ai eu une épiphanie effectivement en voyant du contenu américain justement qui parlait de rétro gaming moi je voulais absolument y apporter ma pierre quoi. Et c'est un truc que je dis toujours sur internet, c'est que genre en général la meilleure motivation c'est d'apporter le contenu que toi t'aimerais y voir quand tu te connectes. Tu dis genre mais pourquoi il n'y a pas un mec qui parle de ce truc là, ce serait pète sa mère quoi. Et du coup moi je suis arrivé là-dessus en mode genre mais je voulais qu'on parle de vieux ordinateurs des années 80, d'Amiga, d'Atari ST et aucun américain ne parlait de ces trucs là, donc j'ai tout de suite fait ce truc là. Et ce qui est marrant, c'est que comme j'avais mon jeu préféré avec Bob Lennon me connaissait quand j'ai débarqué au Toulouse Game Show 2011. En fait, il avait déjà vu et revu et connaissait par cœur mon test d'un jeu, de son jeu préféré d'enfance, que moi j'avais parlé, comme j'étais le seul test américain qui parlait de ce jeu-là. En fait, il était là genre Jim Power, mais attends, mais c'est toi qui as fait le test de Jim Power sur Amiga, et parce que personne, tu vois, genre en parlait sur Internet. Et donc c'est ça qui nous a rapprochés immédiatement, quoi. Et donc c'est là d'où vient le fire en fait, de se dire soit je continue pour être prof d'anglais, mais par contre ça va bien m'entraîner et j'ai envie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice pour parler de ça sur internet. Et pour moi c'est le meilleur moteur en fait, c'est d'y apporter ce que toi tu trouves qui manque déjà dans la pièce quoi. Je ne peux pas faire de meilleur. Tu peux répondre si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est littéralement là, j'aurais paraphrasé ça, mais effectivement, je me suis mis aussi à faire des vidéos parce que ce sujet qui moi me passionnait dans mes vieux bouquins n'était pas présent sur Internet. Et effectivement, j'ai fait à la fois voilà, comme tu disais, j'ai fait ce que j'aurais envie d'y voir, et puis aussi parce que j'aime bien partager. Globalement, c'est des sujets qui sont très humains, qui se font dans le partage. Quand on parle un peu de la spiritualité, etc., c'est beaucoup dans le partage, dans l'échange. Et je trouvais ça dommage que ce soit pas présent sur Internet. Donc voilà, effectivement, je ne l'aurais pas mieux dit. Et après, alors toi, tu n'as pas parlé de ta vie de famille, par contre. Comment tu gères ça? Mais, il veut pas. C'est secret, c'est top secret. Non, après, globalement, moi, personnellement, je suis papa depuis assez peu de temps. Et merci. Ouais, mais c'était il y a longtemps, c'est pas la peine, c'est gentil, merci. Ouais, elle a 18 ans maintenant, donc c'est pas... Waouh. C'est une blague, hein. Non, pas de souci. J'aime l'humour. Pas aucun problème. Globalement, après, moi, j'ai toujours été freelance, donc la gestion de l'emploi du temps, etc. Ça, pour moi, être youtubeur ou faire des vidéos en freelance, c'est à peu près la même chose. Mais globalement, la vie d'un enfant rythme la vie de l'adulte, donc en fait, je n'ai pas le choix que de me plier aux horaires de crèche et de choses comme ça. En fait, globalement, c'est pas trop moi qui décide. Voilà. Il faut pas l'envoyer à l'école. Laisse-le comme ça. C'est pas faux. Et après, il deviendra youtubeur. C'est vrai. Jeux vidéo. L'envie, c'est ça, d'avoir envie. C'était ça. J'aime faire rire les gens, tout simplement, et c'est tout. C'est ce qu'on marquera sur ton épitaphe. J'aime faire rire les gens, c'est tout. Non, mais pour être un peu plus précis, quand même, il y avait quelque chose qui manquait sur Internet à l'époque où j'ai commencé vraiment à faire de plus en plus de vidéos sur TikTok. C'était, on va dire, de l'humour noir, des blagues assez border, on va dire. Les gens n'osaient pas. Moi, j'ai osé parce que je me suis dit, j'ai ce privilège d'être noir. Et du coup, je me suis permis ce que les gens n'osaient pas se permettre. Et ça a marché, un peu trop même. Dans la rue, ça me disait, c'est toi le mec raciste? Non, évitons de dire ça. Mais effectivement, c'est surtout ça en fait qui m'a donné encore plus envie de me lancer là-dedans. Et après, à côté, il y a toute une organisation et surtout une discipline à garder. Parce qu'effectivement, on peut croire que faire des vidéos, c'est bien. On se lève à des 15h, 16h et tout. Pas forcément. Moi, j'aime bien me dire que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, tu vois. Et du coup, faut quand même
s'organiser. C'est le principal, c'est le plus important. Vous savez que je viens de regarder l'heure, ça fait 15 minutes qu'on a fini la conférence. Mais je vois que personne ne vient me voir pour me dire que c'est terminé. Bravo. Ça veut dire qu'on est Merci à intéressant. tous. Mais ça fait rien, Mayem. Vas-y, réponds, vas-y. J'aime l'acting. Merci beaucoup. Allez. Non. Ils ont tous eu une période. Ils ont tous eu une période. N'importe quoi. Une réponse est au fait. Vas-y, tu peux quand même prendre 5-10 minutes. Bah, j'aime l'acting. C'est très bien. Voilà. Et la vie de famille? Vie de famille, c'est dur? Bah, à la base, j'ai commencé dans la passion. Donc, je faisais par rapport à ce que je faisais à côté. Donc, Ouais. c'est-à-dire les études, le truc qu'on peut pas passer en fait à travers. On est obligé de le faire. Donc, les études, ensuite le travail. Donc, pendant je travaillais, après j'ai repris les études parce que je suis une folle. Et du coup, entre-temps, je faisais quand même ma passion du cosplay qui était là depuis un bon bout de temps. Et puis à un moment donné, j'ai tout lâché. Et je me suis lancée que dans le cosplay. Et ça fait 3 ans que ça dure. Donc, je croise les doigts que ça dure encore. Voilà. On croise les doigts aussi pour toi, Mayem. Merci. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Maya, Mystique, Luxon, Mysteria et Benzaï qui sont en dédicace encore aujourd'hui. N'hésitez pas à aller les voir et à poser vos petites questions si vous avez des petites questions comme ça qui vous trottent dans la tête et que vous n'avez pas posées pendant cette conférence. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que Alain Chapuis sera présent d'ici quelques instants ici pour la conférence Kaamelott. Donc si vous aimez la série, let's go, c'est le moment.